Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce jalon numéro 2. L'information par le son et l'image, radio et télévision au XXe siècle. C'est l'intitulé de notre nouvelle séquence. Alors oui, je voulais la mettre en ligne plus tôt, mais mon fils a eu besoin de l'ordinateur puisqu'aujourd'hui ses enseignants ont fait cours par l'intermédiaire d'un truc qui s'appelle ma classe virtuelle, mais qui n'est pas le même que celui que j'avais utilisé au début, donc j'essaierai plus tard de l'employer pour au moins pouvoir faire un simili-cours. Alors notre problématique, quelle est-elle? On se demande comment la radio et la télévision sont-ils devenus les médias dominants au XXe siècle. Ça, c'est la question à laquelle nous allons répondre. Et on attaque par le petit 1, la révolution de l'audio. La révolution de l'audio va être déclinée en 3 sous-parties, et le premier point, une invention qui va faire du bruit. Avec la diapositive numéro 1, vous avez ici une photographie de quelqu'un qui a joué un rôle important dans la création de la radio et du développement de la radio, même si la radio qu'il va développer, c'est Marconi, comme dans La Cité de la Peur. On t'a reconnu, Marconi. Marconi, et c'est aussi Pathé Marconi. C'est une entreprise industrielle qui va évoluer derrière Marconi. Et Marconi, c'est l'inventeur finalement du télégraphe sans fil d'une certaine façon. Donc, nous, on note quoi dans notre cahier? Pourquoi j'ai pris cette photo de Marconi? Parce que à la fin du 19e siècle, on a des inventeurs comme Thomas Edison, EDISON, comme Hertz, comme les fréquences, c'est celui qui a fait les travaux sur les fréquences, Hertz, H-E-R-T-Z. On a aussi Branly, B-R-A-N-L-Y, et puis Marconi, M-A-R-C-O-N-I, des inventeurs qui mettent au point des techniques qui vont permettre de faire voyager les sons. Et ces techniques, elles débouchent sur la naissance de la TSF. Alors TSF, ça mérite une définition qu'on va noter dans nos cahiers. C'est la télégraphie sans fil, une technique permettant par les ondes magnétiques de transmettre à distance une information. Alors la TSF mise au point par Marconi, c'est le code Morse en fait, et Marconi il a des connaissances techniques, mais il évolue un peu à l'aveugle. On n'a pas les connaissances technologiques et la compréhension de comment se transmettent les ondes magnétiques dans l'espace terrestre. Et quand il va chercher à mettre au point un télégraphe sans fil à travers l'océan Atlantique, il est confronté à des problèmes techniques et pour lesquels il n'a pas de réponse, puisqu'il n'a pas les connaissances scientifiques qui vont avec. En fait, il fait le pari que ça marche, et heureusement pour lui, ça marche, mais c'était pas dit que ça marchait, c'est-à-dire que c'était un coup de poker d'une certaine façon. Voilà, ça c'était pour la petite histoire dans la grande histoire. Alors, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les utilisations qu'on va faire de cette technologie, et de ce qui va donner la radio, cette capacité à transmettre un son et pas seulement des cliquetis. Eh bien, les premières utilisations qui sont faites de la TSF, elles sont très pragmatiques, elles sont vraiment appliquées à des finalités. La finalité de communiquer à distance d'abord, c'est ce que cherche Marconi. Il y a un contrat et comment il y a une rivalité entre les télégraphes à fil qui ont déployé des câbles à travers l'océan Atlantique et puis ces contrats de téléphonie sans fil. Et puis l'autre côté pragmatique, c'est communiquer avec les bateaux. Parce que les bateaux, il n'y a pas de câble qui permet de les relier à la Terre. Et donc communiquer avec les bateaux pour des États qui ont des flottes et pour lesquels les flottes jouent un rôle important, c'est un défi. D'ailleurs, alors ça c'est une parenthèse, vous n'êtes pas obligé de la noter, mais les États-Unis d'Amérique font des essais avec
avec Marconi, et ces essais sont pas vraiment concluants parce que ce que veulent les militaires américains, c'est être capable de transmettre plein de messages en même temps. Et au moment où ils font cette demande, Marconi il n'a pas la technologie qui est en place et évidemment ça marche pas. Et donc l'état-major américain à ce moment-là, il dit bon bah c'est pas grave, on va continuer à transmettre l'information. Enfin, nos bateaux vont continuer à nous transmettre de l'information par l'intermédiaire des pigeons voyageurs. Donc vous voyez qu'il y a la première utilité ici, elle est pragmatique, et comment on fait pour communiquer avec les bateaux. Et puis dans le cadre dans lequel on est historiquement, eh bien très vite arrive la Première Guerre mondiale. Et dans la Première Guerre mondiale, eh bien la radio elle va jouer un rôle d'outil militaire qui va être celui de permettre la communication. Alors notons quand même qu'en 1914, la date coïncide ici avec la Première Guerre mondiale, on a en Belgique une première émission qui était quand même réalisée, donc mais voilà, qui est tombée entre guillemets près. Il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que ça devienne un outil civil. Et là, eh bien, les États-Unis d'Amérique, ils sont en avance. Bon, alors évidemment, il faut comprendre qu'il y a un co-développement qui se met en place. En fait, la difficulté, c'est qu'il faut les outils et que les programmes se développent en même temps. Il faut un co-développement des deux. Si vous avez un poste de radio et qu'il n'y a pas de programme, vous n'allez pas acheter le poste de radio. Mais est-ce que vous allez faire des programmes s'il n'y a pas de poste de radio? Vous comprenez le cercle ici de co-développement qu'il est nécessaire d'engager pour que les postes de radio tels que vous entendez la radio aujourd'hui puissent se développer. Alors, on arrive au deuxième point. L'âge d'or de la radio. L'âge d'or de la radio, on va l'étudier ou le présenter d'abord avec deux diapositives. Ces deux diapositives, la diapositive 2 et la diapositive numéro 3, elles illustrent ici deux logos, qui sont deux logos de grandes stations de radio qui sont encore connus et qui ne sont pas aujourd'hui que de radio, évidemment, qui sont des médias et pas seulement des médias radio. C'est la NBC et et CBS. Hein. Alors CBS c'est Columbia Broadcasting Channel, une chaîne au sens strict du terme, qui émet sur une onde précise. Alors l'âge d'or de la radio, il commence aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, au sortir de la guerre, en 1922, on peut compter 600 stations de radio privées locales. Donc, il y a un succès, 600 stations de radio, 4 ans après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'outil s'est diffusé. Et puis on a aussi des grandes stations nationales, on l'a dit avec NBS ou CBS. Eh bien, ce développement des grandes stations, il est lié notamment à la publicité. C'est-à-dire qu'en fait, des annonceurs payent pour qu'on fasse leur publicité, leur communication au milieu des émissions. Et c'est ce qui va permettre à ces radios d'engranger des bénéfices, de continuer à diffuser. Et comme elles diffusent des contenus, il y a des gens qui achètent des postes de radio et de plus en plus de postes de radio pour les saisir. En 1937, 15 ans plus tard, on est à 26 millions de postes qui sont présents dans les foyers aux États-Unis d'Amérique, pour vous donner un ordre d'idée de la poussée d'un coup qu'il y a eu sur le nombre de radios. 15 ans, c'est votre âge, donc imaginez que entre votre naissance et aujourd'hui, il y ait quelque chose qui soit multiplié de façon aussi importante, et ça vous donne un ordre d'idée de l'importance. Alors quittons les États-Unis d'Amérique pour l'Europe. Eh bien en Europe, en 1935, en France, on pouvait compter 1,4 million de récepteurs. On est loin des 26 millions de postes dans les foyers américains. Bon, en même temps, on est en France, il y a moins d'habitants. Et la croissance, elle est quand même, elle aussi importante. En 1939, 4 ans plus tard, on est passé à 5 millions de récepteurs. Donc il y a une croissance qui est forte et qui est rapide. Et cette croissance, elle n'est pas propre qu'à la France. En Grande-Bretagne, en 1939, on est à 9 millions de postes. En Allemagne, on est à 8 millions. C'est l'âge d'or de la radio, un succès qui est très rapide pour celle-ci. Alors, le document 1 de la page 226 nous intéresse également.
il nous permet de prendre conscience de quoi ? Que se développent des émissions. Et ces émissions, ce sont comme des rendez-vous pour les personnes qui écoutent la radio, et des rendez-vous qui sont parfois quotidiens. Et petit à petit, les stations de radio, elles vont produire des programmes qui vont inclure de la musique, du divertissement, des informations dont le contenu, petit à petit, par l'expérience, il va être de plus en plus varié. Dernier point pour finir ce petit 1, le transistor et la mobilité. Un autre document nous intéresse, on reste sur la même page, c'est le document 2 de la page 226. Et celui qui nous intéresse, c'est celui qui est sur la partie gauche, bien sûr, celui qui concerne la radio. On parlera de la télévision dans quelques instants. Eh bien, quand on regarde bien le document, on se rend compte que la radio, elle va continuer à se développer de façon exponentielle, elle aussi, en termes de nombre de postes. On ne parle pas de l'écoute, on parle du nombre d'appareils qui permet d'écouter la radio. Le nombre d'appareils qui permet d'écouter la radio, il a augmenté. Bon, faut pas oublier qu'aujourd'hui, sur vos téléphones portables, vous pouvez encore écouter la radio. Donc, elle n'est pas morte, la radio. Dans le milieu des années 60, en fait, se sont opérés des nouveaux progrès en matière de miniaturisation. Et en matière de miniaturisation, il y a un progrès qui est fondamental, c'est la mise au point du transistor. Le transistor qui, couplé à la miniaturisation aussi des piles, alors miniaturisation c'est un petit peu exagéré, mais on se met aussi à faire des piles de plus petite taille. Et ça, le transistor allié à la pile, ça va entraîner une transformation de la radio. Transistor, ça mérite d'être défini sans rentrer dans les considérations les plus techniques. Donc on note dans nos cahiers, transistor, dispositif électronique pour redresser, moduler ou amplifier les courants électriques. Il va permettre aux radios de fonctionner avec des piles. Le mot, il a fini par désigner également les postes récepteurs portatifs de radio. Voilà, c'est une longue définition, mais elle est assez précise. Donc, c'est un dispositif électronique à la base, mais qui a fini par désigner la radio portative qui était équipée des transistors. Ça marche ? Bon, alors, pour rester dans ces transistors, dans ces radios et la mobilité, je vous invite à regarder deux autres diapositives. Ce sont les diapositives 4 et 5. Quand on regarde ces diapositives, on prend conscience en fait de la mobilité, de la liberté qu'offrent les radios et du marché qu'il y a aussi derrière. En fait, la radio devient portable et elle va se déplacer avec son usager qui peut la porter à la main. Et c'est tout l'objet de la publicité de la diapositive 4. On peut se déplacer dans la rue en écoutant la radio. Et on peut se déplacer aussi dans sa voiture en écoutant la radio. C'est l'auto-radio qui est pris en photo ici dans la diapositive numéro 5. Et tout ça, évidemment, ça multiplie ça multiplie encore le nombre de postes de radio qui sont en circulation. D'abord parce que le coût est moins important aussi. Et puis ça libère l'individu. Avant, pour écouter la radio, fallait être là où il y a de l'électricité, autour de son poste, qui était très volumineux. C'était un peu contraignant. Désormais, on peut se balader avec son poste, et puis on peut en avoir plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut en avoir un pour les parents, un pour les adolescents, qui vont être des grands consommateurs, notamment en musique. Donc, il y a une multiplication des postes, parce qu'il y a aussi plusieurs postes pour certains foyers. Donc, toutes les conditions étaient là réunies pour que la radio devienne effectivement un média de masse. Passons à la deuxième partie. La suprématie du petit écran. Et pour parler de la suprématie, alors attention, suprématie c'est avec un T, suprématie du petit écran. Et le premier point, on va parler d'abord de l'invention, une invention d'avant-guerre. Ça, c'est notre
Premier point. Alors là, je vous invite à regarder une vidéo. C'est la vidéo numéro 6. Alors, vous avez le lien directement dans le cahier de texte électronique qui va vous parler de l'évolution technologique de la télévision. Ça dure 1 minute 50, je crois. Et ça revient sur le développement de la télévision. Bah, c'est parti, cette vidéo. Bon, la télévision. La télévision, c'est une invention des années 20. Mais les premières télévisions, ou l'ancêtre de la télévision telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est d'abord une invention mécanique. Une invention mécanique qui est liée à John Logie Baird. Alors, John Logie, John J-O-H-A-N, plus loin Logie, L-O-G-I-E, et puis Baird, B-A-I-R-D. Et John Logie Baird, il invente un système mécanique. C'est le système à 30 lignes. En fait, il y a un grand disque noir avec des bandes qui tournent, et puis il y a des trous qui sont décalés à plusieurs endroits, et en fait, en faisant varier la vitesse d'oscillation de l'endroit où est le trou et de l'endroit où sont les bandes, eh bien, en trompant notre œil par des effets d'optique, notre œil reconstitue plus ou moins une image. C'est une invention qui est tout à fait nouvelle. Et parfois on a du mal à l'imaginer, mais John Logie Baird, finalement, il a même inventé les tout premiers disques vidéo, puisqu'il a inventé le processus de la phonovision, c'est-à-dire qu'on gravait sur un disque à la fois la musique et l'image qui permettait de reconstituer un petit clip, entre guillemets. Alors un clip, c'est un grand mot, en fait, vous aviez un petit personnage qui était en train de chanter directement sur ce phonovision. Bon, évidemment, ça n'a pas eu de succès, mais c'était déjà révolutionnaire. Et ça n'a pas eu de succès parce qu'en fait, cette invention mécanique, elle va être très rapidement surclassée et abandonnée par les industriels qui veulent utiliser ces inventions dans des finalités par le procédé de la télévision électronique. En fait, il y a eu le duel entre l'invention mécanique et l'invention électronique, et c'est l'invention électronique qui va écraser l'invention mécanique. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'en faire plus. Ce qui l'emporte, en fait, c'est l'invention du tube cathodique. En fait, il y a quoi ? Il y a un écran qui est bombardé par des électrons, et en fait on demande aux électrons de dessiner des lignes sur l'écran. Et c'est la même chose, en fait il y a plein de points qui sont bombardés sur l'écran, et votre œil, lui, il va voir une ligne. Et donc en fait on va demander au tube cathodique de bombarder l'écran de points blancs de différentes intensités, donc soit c'est du blanc, soit c'est du noir, on est encore dans le noir et blanc, et puis avec la variation de l'intensité, ça trompe notre œil, et notre œil, lui, il voit des images. Et la superposition des images permet de recomposer un écran. Donc, en fait, c'est la chaîne BBC, en fait, qui va retenir la solution du tube cathodique dès 1936, en fait, d'un tube cathodique et d'une télévision électronique qui a été mise au point par le procédé Marconi EMI. Donc c'est une référence qu'on a encore. Pourquoi ? Parce que elle permet 405 lignes. Donc les 30 lignes de John Logie Baird, elles sont à des années-lumière, c'est le cas de le dire, des capacités permises par la télévision électronique. Bon, reste que là, on est sur un appareil qui est très coûteux. Et appareil très coûteux implique un usage qui est forcément restreint. Ça n'empêche que cette télévision très coûteuse, elle va quand même couvrir quelques grands événements. Alors vous l'avez vu dans le petit reportage, ça va être le cas avec les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Pourquoi ? Parce que le Führer, Adolf Hitler, il voit tout de suite la propagande qu'il peut, l'usage de propagande qu'il peut faire de cette image et de cette diffusion des Jeux Olympiques de Berlin. Alors évidemment par le cinéma, mais par la télévision. Donc il y a très peu de spectateurs finalement, mais il y a quand même une tentative. Puis il y a un autre grand événement qui est couvert comme ça, c'est le couronnement de George VI à Londres. Donc il y a déjà ici ce lien entre la télévision et les grands événements, même si franchement le nombre de téléspectateurs il était très très petit.
Bon, la guerre, c'est ce qui va freiner la diffusion de la télévision. Le deuxième point, le succès hypnotisant de la télévision. La télévision, elle va avoir un succès hypnotisant. De rechef, on va s'intéresser au document 2 de la page 226. Et ce document, cette fois, il nous montre le boom de la télévision et de sa distribution qui est très importante. En fait, après la guerre de 1945, la télévision, elle va s'imposer. Elle va s'imposer d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe. On a en 1939 en Grande-Bretagne à peu près 20 000 postes, alors qu'au même moment en 1939 en France on est à 300 postes. Donc vous voyez qu'en Europe il y a quand même des déséquilibres entre les territoires. Et puis la baisse du prix, les évolutions techniques, elles vont en faire très rapidement le premier canal de l'information dans les années 60. C'est-à-dire qu'en 15 années, finalement, en France, par exemple, eh bien, la télévision, elle va détrôner la radio et elle va pas supprimer l'existence de la radio. Vous avez vu dans l'introduction qu'il y en a plusieurs qui cohabitent en même temps, mais elle va faire de l'ombre à la radio parce qu'elle ajoute l'image, elle capte les yeux et c'est pour ça que je parlais d'un succès hypnotisant pour la télévision. Alors, deux autres documents nous intéressent ici pour ce deuxième point. Ce sont les documents 3 de la page 227 et 4 de cette même page. Je vous laisse les lire et les regarder. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là ? Eh bien, on apprend là que la télévision, elle va couvrir en direct les grands événements. Diffusion collective. La première émission de... Alors, je reformule. Le 6 juin 1954. Le 6 juin 1954, on célèbre évidemment le débarquement, mais c'est pas ça qui nous intéresse à ce moment-là. C'est que c'est la première émission du réseau Eurovision. C'est-à-dire que pour la première fois, des chaînes de plusieurs pays européens vont diffuser un programme commun. Et vont même chercher à produire des programmes communs. En fait, ce réseau Eurovision, il va même inventer un concours de chant international. Le concours de l'Eurovision que vous connaissez avec ses chanteurs improbables, aux noms improbables, et ses chorégraphies hypnotisantes où vous pouvez voir d'un coup un groupe tchèque danser en robe. Enfin bon, c'est un peu moins has-been aujourd'hui que ça l'était quand j'étais petit, mais j'ai des souvenirs enfants d'Eurovision où tous les pays chantaient dans leur langue nationale et c'était fun, quoi, ça faisait voyager. Alors c'est resté très fun, surtout parce qu'en général la France perd à la fin et ça nous fait toujours rire. Enfin il y en a ça les fait pleurer, mais bon voilà, enfin bref. Pour ceux qui ont déjà vu le concours de l'Eurovision, c'est un événement important, mais qui est très kitsch, pour parler simplement. Bon, Eurovision, donc il y a cette volonté de partager ici en Europe des programmes et de l'information. Et puis il y a aussi la mondialisation de certains autres événements, et c'est ce que vous avez pu voir dans les documents. La télévision, elle va, et c'est en ça qu'elle est hypnotisante aussi, elle va permettre une certaine communion des téléspectateurs. Par exemple, en 1953, il y a le couronnement de la reine Elisabeth II. Il y a plein de gens qui vont regarder en direct le couronnement de la reine Elisabeth II. Et puis qui vont s'en rappeler après. C'est un grand événement, un mariage royal à l'époque. Bon, on regarde ça d'un air curieux quand on n'est pas britannique. Et puis on va trouver que c'est grandiose. Et puis nos grands-mères vont nous dire « Ah, regarde, il y a le mariage royal ». Et en fait, elles se réfèrent à cette image du passé, du couronnement d'Elisabeth II qu'elles avaient regardé à la télévision. Enfin, du moins, moi, c'était le cas avec ma grand-mère. Et puis, en 1969, c'est l'homme qui se pose en direct sur la Lune. Voilà. Et bon, alors, vous, peut-être que vos grands-parents vous en ont parlé. Pour ceux qui ont des arrière-grands-parents, peut-être ils vous en ont parlé. Moi, c'est mon père qui me parlait, et ma mère qui m'ont parlé de qu'est-ce qu'ils faisaient ce soir-là, ils s'en sont rappelés. Et puis moi, ma génération, l'événement télévisuel marquant, c'était l'attentat du 11 septembre.
c'est-à-dire que on était tous scotchés à notre télévision à regarder ce qui était en train de se passer en direct, l'attentat du World Trade Center, l'attentat du Pentagone, et puis moi je me rappelle que j'ai allumé ma télévision, j'ai dû garder mon manteau pendant 4 heures dans le canapé en train de regarder la télévision en rentrant dans mon logement étudiant, enfin bon voilà. Bon, forme de communion des spectateurs autour des événements qui s'y passent. Bon, on aurait pu parler aussi de la guerre du Golfe en 1980. C'était la première guerre quasiment en direct. Donc il y a une communion des spectateurs. Et on peut dire que la télévision, finalement, elle est devenue par là une source d'information dominante et influente. Le dernier point, pour clore ce deuxième point, on va parler d'un média toujours d'actualité, qui a toujours de l'activité. L'un et l'autre, ça marche. Rattrapez-vous, monsieur le jeune, pour retomber sur vos pattes, je suis un chat. Et j'ai cette vie. Bon, j'en ai pas parlé, mais la crise du coronavirus, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à leur poste de télévision. Donc un petit conseil, voilà, comme ça va pas être très gai tous les jours, le coronavirus, c'est peut-être pas la peine de rester scotché sur sa télévision toute la journée. Vous écoutez une fois le matin, une fois avant de manger le soir, et puis avant de vous coucher, vous pensez à autre chose. Quand on en saura plus sur le bac, je vous tiendrai au courant. Mais je pense que là, pour la deuxième série de 3C, je pense que c'est mort. Mais je suis pas monsieur le ministre, donc ça se trouve, ça va pas être mort, ça va revivre. Mais bon, le délai entre la reprise, si elle a lieu en mai, et puis les examens va être compliqué. Et puis comment on va faire pour évaluer la discipline abandonnée? Et là, pour l'instant, le ministre ne sait pas, et donc il a commencé à dire qu'il préférait ne rien dire, et c'est mieux, puisqu'en fait, quand on ne sait pas, il vaut mieux attendre, mais évidemment, vous êtes impatient, et dès qu'on en sait plus, dès qu'on le saura, vous serez les premiers recours. Bon, un média toujours d'actualité. Je referme cette parenthèse. Le jeune public, petit à petit, il va se détourner des programmes classiques de la télévision. C'est-à-dire que regarder en direct, pour votre génération, et puis celles qu'on suivit, et un peu déjà celles qui précédaient, c'était plus si intéressant que ça. Et pourtant, la télé, elle existe toujours, et elle occupe toujours une place importante à l'intérieur des foyers. Mais elle a évolué, en fait, cette télévision. Alors pour parler de son évolution, on peut déjà s'intéresser au document 5 de la page 227. Ce document, il nous permet d'évoquer le cas des chaînes d'information en continu. Les chaînes d'information en continu, aujourd'hui, elles sont devenues incontournables. C'est-à-dire qu'elles occupent une place dans la prise d'information des gens qui est considérable. Et lors d'épisodes très particuliers, en fait, elles ont cet effet hypnotisant, ce qui fait que les gens sont parfois scotchés dessus toute la journée. C'était le cas, par exemple, avec l'affaire de Dominique Strauss-Kahn. Tout le monde était arrivé à la télé. Pourquoi ? Parce que c'était le favori à l'élection présidentielle qui, d'un coup, passait à la trappe. Il y a eu ça un petit peu pendant l'épisode des Gilets jaunes aussi. Là, c'est un événement que vous pouvez avoir en tête avec les chaînes d'information continue qui étaient sur le terrain à relayer ce qui se passe. Puis il y a des gens qui ont passé leur journée entière à suivre ce qui se passait dans les rues de Paris. Et puis là, en ce moment, c'est le Covid-19. C'est-à-dire que sur les chaînes d'information, on ne parle quasiment que de ça. Et puis, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à raconter avec le lockdown, avec le confinement. C'est-à-dire qu'on va pas vous parler des exploits de foot du Paris Saint-Germain, qui, pour le coup, étaient qualifiés, mais comme il n'y a plus de Ligue des Champions, on va pas vous parler de football. Bon, trêve de parenthèse, je sais pas ce qu'ils vont devenir ces sportifs qui vont être au chômage là toute une année, et est-ce que l'année prochaine les championnats pourront reprendre normalement ou pas. Là, il y a pas mal d'inconnus. Bon, c'était pas notre préoccupation. Renouvellement de la télévision. Renouvellement aussi en lien avec l'avènement de ce qu'on appelle le VOD, Video on Demand. La VOD, c'est ça. En fait, pour vous, dans le langage courant, c'est ce que vous appelez souvent le replay. En fait, il y a des nouveaux usages qui sont faits de la télévision. Et
avec ces nouveaux usages, on a même l'émergence de nouveaux acteurs. Des acteurs qui viennent du monde du numérique et qui vont s'intéresser à la télévision parce que c'est un écran. Et ils rentrent dans votre télévision non par la TNT et les fréquences classiques, entre guillemets, mais ils vont y rentrer par la connexion numérique et par vos box, qui sont maintenant connectés à la télévision. Et on peut, par exemple, parler de Netflix. C'est-à-dire que Netflix, c'est ça, on va utiliser la télévision comme vecteur de nos programmes et on ne fournit que de la vidéo à la demande. Et on est même producteur de contenu. Bon, est-ce qu'il y a une information en plus ? Ça c'est le débat, mais le cours ici il ne s'intéresse pas qu'à l'information, hein. On s'intéresse à l'information par le son et l'image, radio et télévision au XXe siècle. La télévision n'est plus regardée de la même façon depuis Netflix. Eh bien, il est temps d'attaquer la dernière partie de ce cours, c'est notre petit 3. L'attitude des États et des politiciens face à la radio et la télévision. Alors d'abord, c'est le premier point, l'instrumentalisation. Bon, pour les politiques, pour les politiciens, pour les États, la radio, comme la télé, ça a été un instrument qui pouvait leur être utile. Et en toute, dans une chaîne causale, très rapidement, ils ont été utilisés, radio et télévision, pour servir la propagande. Bon, on avait parlé des Jeux de Berlin avec Adolf Hitler. Revenons à Adolf Hitler. Il y a 2 diapositives qu'on peut mobiliser ici, ce sont les diapositives 7 et 8. Ces diapositives, elles nous montrent comment Adolf Hitler a utilisé la radio pour diffuser son idéologie. En fait, il mobilise la radio comme vecteur de ses idées. C'est un moyen pour lui d'être présent à l'intérieur des foyers, avec les Allemands. Et on invite les Allemands à écouter son programme. Donc le politicien vient habiter directement chez les habitants pour leur transmettre ses idées. Alors, sans la propagande, si on laisse la propagande de côté, la télévision c'est d'abord un outil de communication. Et quand on veut communiquer, qu'on est un politicien et qu'on veut communiquer à ses concitoyens, on va passer par la radio et on va aussi passer par la télévision. Quand Emmanuel Macron a annoncé que la France allait se mettre en confinement, il a utilisé la radio. Quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir, il a utilisé la télévision. Donc la télévision reste un moyen qui permet en France, comme dans le reste du monde, d'avoir une discussion ou un lien direct entre les autorités et les citoyens. Deuxième point, la place du public et du privé. La place du public et du privé, il s'agit ici de comprendre comment la télévision comme la radio ont pu être du secteur du public ou du secteur privé comme une entreprise qui n'avait pas à répondre aux autorités, ou pas totalement à répondre aux autorités, j'exagère un petit peu. Alors, revenons à la radio. Pourquoi ? Parce que c'est la première à être apparue des deux, on l'a vu tout à l'heure. Les premières stations de radio, elles sont publiques. En France, par exemple, on a Radio Tour Eiffel en 1921, Radio Milan en Italie en 1926, Radio Rome en 1928. On est ici sur des chaînes qui sont privées. Et le monopole d'État, très rapidement, il va être contesté par des stations privées. Et on va avoir des situations différentes d'un territoire à l'autre. Par exemple, en France, il va y avoir cohabitation des deux à la radio. On va avoir des radios d'État, comme Radio Tour Eiffel, et puis des stations qui sont des stations privées. Donc en France, cohabitent les deux. En Grande-Bretagne, il y a une grande station privée, c'est la BBC. Elle est créée en 1922, et bien qu'elle soit privée à l'époque, elle agit comme un délégué de l'État. Et l'État, lui, quoi qu'il arrive, il reste le propriétaire des ondes hertziennes. C'est-à-dire que pour avoir le droit d'émettre, il faut une autorisation de l'État. Vous voyez la nuance qu'il y a entre les deux dans les deux modèles ? Alors,
la BBC, pour la petite histoire, la BBC, elle va elle-même trier les artistes qui interviennent. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait le travail de l'État. Il y a une sorte de censure qui s'exerce. Et puis, comme elle va censurer certains artistes, certains titres, et notamment pour tout ce qui est la musique pop, qui a pourtant joué un rôle central en Grande-Bretagne, eh bien, comme elles peuvent pas émettre cette musique, comme elle n'arrive pas à être diffusée, en fait, vont se développer des radios pirates offshore. C'est-à-dire qu'en fait, on a des bateaux radio qui vont quitter les eaux territoriales anglaises, vous vous rappelez des ZE, donc ils quittent les eaux territoriales, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, et ils vont émettre des émissions à l'adresse des Anglais avec de la musique pop. C'est le cas par exemple de Radio Caroline dans les années 60. On en a même fait un film qui romantise l'ensemble, ce film que je vous invite à regarder par curiosité, il n'est pas inintéressant. Il s'appelle Good Morning England. Et donc il revient sur cet épisode. Bon, après la guerre, revenons en France. Et bien après la guerre, les émissions de radio en France, elles vont être centralisées. C'est-à-dire que le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, à la lueur en lien avec les événements qui se déroulent en Algérie, avec la guerre d'Algérie. Et une fois que de Gaulle est au pouvoir, eh bien, il y a cette volonté pour lui de contrôler tout ce qui a à voir avec les médias, et pour ce faire, il crée l'ORTF. C'est-à-dire que c'est lui qui va prendre le contrôle des émissions. Alors ORTF, c'est une définition à connaître. Donc je vous donne la définition de l'ORTF. Donc l'ORTF, en rouge, c'est l'Office de radio-télévision française. L'Office de radio-télévision française, qui a été créé en 1964 pour unifier sous une même autorité politique, les médias audiovisuels contrôlés par l'État. Donc il y a cette volonté ici de centraliser, de tout contrôler. Alors auparavant, il y avait une allégorie, c'est-à-dire que c'était pas parce qu'avant de Gaulle, c'était pas tout blanc et la liberté totale de la presse publique, non. Avant de Gaulle, en fait, et pendant la 4ème République, au pouvoir, c'est la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, l'ancêtre du Parti socialiste français. Eh bien, pour parler de la radio et de l'influence qu'exerçait la SFIO sur la radio publique, on parlait de la TSFIO. Il y avait un jeu de mots ici entre SFIO et TSF. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire dans cette grande histoire. Bon, on a parlé du cas français. En Europe aussi, on a un développement de la télévision, et ce développement de la télévision, il est public. En Italie, c'est la RAI, la chaîne de télévision qui est à la manœuvre. En Allemagne, ça va être la ZDF, qui est à l'ouvrage, télévision publique. Sauf que le contrôle de l'État sur la télévision comme sur la radio, il va être de plus en plus remis en cause. Et il y a un moment qui est symptomatique en fait de ce décalage dans l'information et le traitement public et le traitement non public, alors qu'à l'époque, jusqu'en 1980, on va y revenir, en France n'existe que des médias publics. Ce sont les seuls à avoir le droit d'émettre sur le territoire français. Et je dis bien sur le territoire français. Mai 68 va être couvert par des journalistes qui ne sont pas que des journalistes qui travaillent du territoire français. C'est la vidéo numéro 9 qui vous permet de prendre connaissance de tout cela. Je vous laisse revenir sur les événements de mai 1968 et le rôle des médias au travers de ce petit film. C'est parti. Voilà, alors, vous avez entendu parler ici, donc on est en France en mai 1968, et aux médias d'État s'ajoutent ce qu'on appelle les radios périphériques. Les radios périphériques,
Définissons directement le terme, ça va aller plus vite. Radio périphérique, ce sont des radios francophones dont le contenu il est destiné aux Français ou aux francophones. Il n'y a pas que les Français qui sont francophones, mais dont l'émetteur est situé en dehors de la France, dans un pays voisin. Alors ce pays voisin, c'est le Luxembourg ou la Belgique. Et deux des chaînes, alors voilà, ça c'est pour la définition des radios périphériques, deux des chaînes emblématiques de la radio périphérique, c'est RTL, Radio-Télévision Luxembourg, ou Europe 1. Donc on est ici sur des radios périphériques. Et ces radios périphériques, elles ont le droit de travailler en France. C'est un média de l'étranger. Mais c'est un média de l'étranger qui est fait pour les Français. Vous voyez la nuance entre les deux. Et avec l'invention aussi du radio-téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, on a des journalistes qui parlent au téléphone et qui sont en direct pour émettre de Belgique ou du Luxembourg ce qui est en train de se passer sur le territoire français, alors que les médias français, qui sont contrôlés par l'État, ne disent rien sur mai 68, ou vont plutôt relayer le lendemain tous les côtés désagréables liés aux troubles qui ont existé pendant la nuit. Donc vous voyez qu'ici, il y a la place du public et du privé est importante pour bien comprendre les faits. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai spolié, je vous ai divulgaché la suite de l'histoire, c'est qu'en 1981, François Mitterrand devient président de la République et il va libéraliser les ondes. C'est-à-dire que désormais, on a le droit d'être un groupe privé et d'émettre. Il faudra demander une autorisation, certes, mais on a le droit d'émettre et il n'y a plus que le monopole de la radio et de la télévision, c'est fini. On passe à autre chose. Alors, des radios pirates existaient. Elles existaient notamment sous Valéry Giscard d'Estaing, mais elles étaient encore interdites. Bon, le dernier point, un outil politique et géopolitique. Bon, alors rapidement pour finir, d'abord, notons que les débats politiques, ce sont des grands moments dans la vie politique des États aujourd'hui. Et ces débats politiques, notamment pour l'accession à la présidence, en France comme dans d'autres pays, et tout particulièrement aux États-Unis d'Amérique par exemple, la télévision, elle va les immortaliser, elle va leur donner une audience considérable. Pour illustrer cela, je vous invite à regarder la diapositive numéro 9. Cette diapositive, elle revient sur le premier grand duel télévisé d'hommes politiques. Il a eu lieu le 26 septembre 1960, et c'était la première fois qu'un duel opposant les deux candidats à l'investiture suprême aux États-Unis d'Amérique se rencontraient sur un plateau de télévision pour débattre. C'était le débat entre Kennedy et Richard Nixon, John Fitzgerald Kennedy, K-E-2-N-E-D-Y, et Richard Nixon, N-I-X-O-N. Alors on a fait des études sociologiques pour savoir est-ce que ça a vraiment un impact ou pas, ces débats. On se rend compte qu'aux États-Unis, ça influencerait le débat presque 30% des électeurs, donc c'est pas à prendre à la légère. Donc il y a bien ici un outil politique derrière la télévision, la radio et les médias. Ensuite on peut noter que le paysage audiovisuel il est devenu mondial et il est dominé par des chaînes qui sont principalement des chaînes occidentales. CNN, BBC, Fox News sont principalement des chaînes ici anglophones, mais c'est elles qui dominent le paysage mondial et qui sont des chaînes d'information regardées partout dans le monde. Et du coup, les autres États, ils cherchent à exister à l'international aussi dans le paysage audiovisuel. La France avec France 24, par exemple, qui va émettre dans toutes les langues, toutes les grandes langues possibles. Al Jazeera pour le Qatar, c'est un moyen d'exister pour le Qatar, Al Jazeera. Pour la Chine, c'est CCTV. Alors c'est CCTV 9, qui est devenu depuis CGTN. Alors, je ne sais pas comment on le dit exactement. La Russie a aussi sa chaîne internationale, Russia Today, RT. Alors je vous invite à approfondir cette question au travers d'un article scientifique qui a été publié dans la revue Hermès en 2009, qui s'appelait, 2009 c'est la date d'écriture, il a été publié en 2013 dans la revue,
et la pour titre Al Jazeera, CNN et les autres chaînes d'information en continu, le défi de la mondialisation. C'est un article de Lina Jacob et qui est vraiment enrichissant. Hein. Alors, nous on retient quoi? On retient qu'ici il y a de la géopolitique aussi derrière la télévision. La difficulté pour ces chaînes de télévision, c'est la susceptibilité du récepteur, c'est-à-dire de la personne qui écoute le programme du public. Et ben en fait, ils sont pas les mêmes. Et comment on parle, par exemple, des attentats du 11 septembre et le choix des mots, c'est ça que nous rapporte Lina Zako. C'est des terroristes, c'est des activistes. Quels mots on emploie pour parler d'eux. Et ça c'est en soi capable de changer la donne. Voilà. Le jalon numéro 2 est terminé. Nous passerons au jalon numéro 3 mardi sur le numérique. Bon courage à vous, à bientôt.